Merci, merci Robert, merci pour cette introduction. Bonjour à tous. D'abord, j'ai eu l'occasion au cours de précédentes versions de ce séminaire organisé par la Fondation de parler de différents aspects du nucléaire. Donc effectivement, aujourd'hui, on s'est focalisé sur la prolifération. C'est un sujet un petit peu difficile pour l'heure de la sieste, hein, donc faites comme vous pouvez, quoi, mais bon, on va essayer quand même de rester raisonnable. Alors, vous remarquerez que je n'ai pas pris le même titre que celui qui est dans la brochure. Dans la brochure, c'est carrément la question, est-ce que l'énergie nucléaire favorise la prolifération des armes ? C'est un peu provoquant pour moi. Hein. Alors moi, je préfère la question inverse. Est-ce que finalement, le risque de prolifération peut handicaper le développement d'énergie nucléaire? Bon, alors, des questions comme ça et des réponses abruptes, c'est un sujet sur lequel il y en a depuis longtemps et tout le temps. Et pourquoi? Ben, en fait, tout bêtement, parce que c'est vraiment un paradoxe. On a vraiment un paradoxe sur cette affaire. Un paradoxe qui fait que vous avez des gens qui disent « il faut arrêter tout de suite le nucléaire parce qu'il y a un risque de prolifération ». Puis vous en avez d'autres qui disent « mais non, de toute façon, le nucléaire civil et le nucléaire militaire, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de sujet, enfin, bon, c'est pas un sujet, etc. » Bon. Et pourquoi ça? En fait, il n'y a qu'un domaine, finalement, de recouvrement réel entre les deux, nucléaire civil et militaire, c'est le besoin d'avoir des matières, d'avoir de l'uranium enrichi et d'avoir du plutonium, ou d'avoir du plutonium. Bon. Alors, là où est le paradoxe, c'est que si vous avez un programme civil qui se développe, il y a toujours le risque qu'il se cache derrière quelques programmes clandestins de développement d'armes. Mais inversement, si vous arrêtez tout le nucléaire dans le monde, ben vous n'arrêtez pas du tout le risque de prolifération, au contraire, vous l'augmentez. Autrement dit, le paradoxe, il est clair, vous augmentez le nucléaire civil, vous augmentez le risque, vous diminuez le nucléaire civil, vous augmentez le risque. Donc finalement, la conclusion est claire. À ce stade, la prolifération n'est pas, le risque de prolifération ne doit pas empêcher le développement du nucléaire civil, puisqu'on voit bien que ça irait dans le mauvais sens, ce qui ne veut pas dire que ce développement du nucléaire civil doit se faire n'importe comment, et c'est là-dessus qu'on va essayer de dire un petit peu plus maintenant. Alors en fait, où est le risque? Bon, classiquement, hein, on peut dire finalement, pour développer des armes nucléaires, il faut de la physique, des matières et de la technologie. La physique, il n'y a pas grand-chose de commun entre la physique du nucléaire énergie et la physique du nucléaire arme, donc ça... Par contre, la physique, on n'empêche pas la physique de se propager, de se développer, d'être connue. On fera tout ce qu'on voudra, on peut retarder, mais on n'empêche pas la connaissance de progresser. Les matériaux, c'est bien là qu'est le domaine de recouvrement, et je vais y revenir un petit peu plus en détail. Par contre, tout de suite aussi, on peut éliminer la technologie. Alors là, il n'y a vraiment aucun rapport entre la technologie des armes, nécessaire pour le développement des armes, et la technologie nécessaire pour le développement de la production d'énergie. Donc en fait, c'est vraiment deux domaines distincts, ce qui fait que ça rejoint bien la conclusion que l'un ne doit pas empêcher l'autre, mais par contre, là encore, j'en profite pour dire que là aussi, la technologie, elle finit par être connue, elle finira par être complètement connue à la longue. C'est clair qu'on peut retarder la propagation de la connaissance, on ne l'arrête jamais définitivement. Alors maintenant, si on regarde effectivement les voies de prolifération, mais qui sont en même temps les voies de réalisation d'armes nucléaires, finalement, bon, il y a d'abord la voie uranium. Alors la voie uranium, ça consiste à utiliser donc de l'uranium enrichi, très enrichi. Il n'y a pas besoin de réacteurs nucléaires, il n'y a pas besoin de retraitement, il n'y a besoin de rien de tout ça, d'où la raison pour laquelle ça peut être fait en l'absence de tout programme de construction d'énergie nucléaire. Hein. C'est vraiment le chemin qui serait suivi si on arrête tout le nucléaire dans le monde, tout le nucléaire civil. Bah, tous les pays qui ont envie de proliférer suivront ce chemin sans difficulté. Ils feront de l'enrichissement de l'uranium. L'uranium, il y en a partout, il n'en faut pas beaucoup. Donc, ce sera effectivement extrêmement simple. Alors, pour compliquer un peu les choses, la technologie d'enrichissement qu'on utilise, c'est à peu près la même pour enrichir relativement faiblement l'uranium dans le cas de l'utilisation civile, ou pour l'enrichir complètement, disons, dans le cas de l'utilisation militaire. Donc ça veut dire que c'est pratiquement les mêmes usines avec des différences simplement sur l'agencement, sur le fonctionnement, sur l'organisation. En plus, les technologies qui sont en usage actuellement, que ce soit la centrifugation qui est développée industriellement ou le laser qui est toujours en cours de développement, bon, ben là aussi, c'est des technologies avec lesquelles on peut assez facilement passer d'une configuration bas enrichissement, disons pour usage civil, à une configuration haut enrichissement pour usage militaire. Donc il y a effectivement un risque au niveau des usines d'enrichissement,
Et c'est vraiment le problème majeur aujourd'hui. Surveiller l'enrichissement de l'uranium, c'est le point essentiel, je dirais, de la politique de non-prolifération. Alors d'abord, une remarque générale, c'est plus facile de contrôler une usine qui existe que de détecter une usine qui n'existe pas encore, mais qui est réalisée clandestinement. Donc, une raison de plus pour dire que ce n'est pas parce qu'on va supprimer le nucléaire civil que ça va faciliter les choses. C'est une des raisons du paradoxe, parce qu'effectivement, si on supprime le nucléaire civil, on remet tout en clandestin, et en clandestin, ce n'est pas si facile que ça à surveiller. Deuxième point clair, une usine pour le combustible civil, une usine de taille économiquement intéressante, alimente facilement 50 à 100 réacteurs, donc il n'y a pas besoin de centaines d'usines autour du monde. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça le problème. Il y a un nombre limité d'usines qui existent. D'ailleurs, au passage, aujourd'hui, il en existe plus que nécessaire. Il y a une capacité qui est largement excédentaire. Donc, bon, on peut en construire de nouvelles, mais ce n'est pas l'urgence et ça ne doit pas être de manière trop développée. Il y a eu des réflexions sur différents aspects pour essayer de contrôler un peu mieux ce genre de choses, en particulier comment dirais-je, la copropriété d'unités entre plusieurs, c'est le modèle Urenco, hein, la copropriété d'unités entre différents pays, différents actionnaires. Ça permet effectivement de limiter le risque politique, celui d'une décision politique brutale qui est prise en l'absence de toute concertation. Bon, bien, et puis à plus long terme, il est clair que le développement des breeders permettra de réduire le niveau d'enrichissement, besoin d'enrichissement, et donc le risque correspondant. Donc finalement, on peut dire que s'il n'y a pas de besoin, s'il n'y a pas de notion d'économie, autrement dit, si on fait ça avec un budget pas trop limité, la centrifugation permet de développer une usine avec des composants qui sont relativement faciles à trouver dans d'autres usages. Donc c'est bien la preuve que cette voie uranium est vraiment la voie la plus dangereuse, parce qu'elle peut être développée en l'absence de tout autre programme nucléaire, et en particulier en l'absence d'un programme d'énergie civile. Donc comme je disais précédemment, la capacité actuelle est suffisante. Il y a quelques ambiguïtés sur l'application du traité de non-prolifération des armes, je reviendrai sur ce traité plus loin, mais qui dans son article 4 dit qu'effectivement il faut favoriser l'accès de tous les pays à la technologie, etc. Bon, ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut faire n'importe quoi. C'est clair aujourd'hui, et l'exemple iranien a bien montré, qu'on a besoin d'un consensus international pour la réalisation de nouvelles installations. Il n'y a aucune raison que ça puisse se faire, disons, sur décision d'un seul pays, alors que ça a des conséquences beaucoup plus larges. Je vais assez vite. Donc la seconde voie, c'est la voie plutonium. Là, donc, le matériau utilisé pour la réalisation des armes à ce moment-là est du plutonium. Et il vient forcément, donc, cette fois, de l'irradiation d'uranium naturel ou appauvri dans des réacteurs nucléaires, d'où le risque, effectivement, d'utiliser des réacteurs civils de production d'énergie pour produire accessoirement ce plutonium de manière plus ou moins discrète. En fait, on ne peut pas éviter la production de plutonium par les réacteurs civils, puisque dès qu'on utilise un combustible uranium, il produit du plutonium, quel que soit le type de réacteur dans lequel on le met. Donc, de toute façon, on a du plutonium, on en crée sans arrêt. Pour en avoir qui soit vraiment intéressant pour les armes, il faut des conditions d'irradiation particulières, mais on peut les réaliser plus facilement dans certains types de réacteurs, dans les réacteurs eau lourde, dans les réacteurs graphite, dans les réacteurs à chargement continu, dans certains types de réacteurs de recherche. Donc, tous ces types de réacteurs, aujourd'hui, il faut s'en méfier. Et disons qu'aujourd'hui, par contre, on est très satisfait avec les réacteurs à eau, parce que la capacité, disons, de réaliser clandestinement des productions de plutonium de bonne qualité d'un réacteur à eau est extrêmement limitée. Alors pour récupérer ce plutonium, bien sûr, il faut retraiter le combustible, donc on passe dans ce qu'on appelle des usines de retraitement, et jusqu'à maintenant, en tout cas, il n'y a aucune différence entre les usines de retraitement pour extraire le plutonium à des fins civiles ou pour extraire le plutonium à des fins militaires. Alors, d'une manière plus générale, il s'est posé très vite la question, qu'est-ce qu'on fait de tout ce plutonium qui vient du combustible des réacteurs de puissance? On n'avait pas de développement suffisamment rapide des programmes de breeder pour l'utiliser immédiatement, et donc
il s'est développé dans le monde à partir de la fin des années 70 deux approches. Pour simplifier, disons l'approche américaine, qui consiste à tout mettre en stockage définitif, autrement dit on met tout à la poubelle, tout le combustible, y compris ce qui est encore valable dedans, l'uranium, plutonium, etc. Ça simplifie bien sûr les contrôles à court terme. Une fois qu'il est enterré, bon, on est relativement tranquille. Par contre, on crée des mines de plutonium pour le futur. Ce n'est pas du tout tranquillisant. Et c'est un des aspects qui me fait beaucoup de discussions sur cette approche. Bon, là-dessus, il y a eu l'échec de Yucca Mountain. Donc, toute la politique américaine de stockage définitif des combustibles usés a été remise en cause. Et aujourd'hui, effectivement, elle évolue, on le verra après, de manière un peu différente. Toujours est-il qu'il y a eu une seconde approche, je l'ai baptisée approche française, mais enfin, il n'y avait pas que la France dans ce monde. En gros, c'était plutôt une approche européenne à l'époque, qui était que tout le combustible usé devait être retraité et le plutonium recyclé à travers son utilisation dans les réacteurs à eau avec ce qu'on appelle le combustible MOX. Alors évidemment, là, ça nécessite un contrôle rigoureux de toutes les opérations, le retraitement, le recyclage, etc. Mais inversement, une fois que le plutonium est brûlé, ben, c'est plus un risque. Hein. Celui qui a disparu, il est effectivement plus tranquille. Alors ce qui donc nous amène à dire que pour les usines de retraitement, aujourd'hui, finalement, au fond, ce qui est important, c'est de faire la distinction. Faire la distinction suivant l'usage qu'on veut faire de ces usines. Pourquoi? Parce que, bon, on voit bien que finalement, l'approche américaine, elle a été la plus considérée comme la plus répandue dans le monde dans les années 80-90, mais avec, encore une fois, l'échec de Yucca Mountain en particulier, elle a évolué d'un stockage définitif des combustibles usés vers un stockage long terme, entreposage long terme, ce qu'on appelle une politique wait and see, hein, c'est-à-dire que finalement, on met ça dans un truc, on le surveille, puis on dit bah, peut-être que nos petits-enfants auront plus d'idées que nous et qu'ils sauront quoi en faire, quoi. Bon. Donc c'est effectivement une politique qui a perdu de sa crédibilité, si bien qu'aujourd'hui, tous les pays qui sont bien placés, je dirais, dans le développement du nucléaire civil, la Chine, l'Inde, la Russie, etc., se sont engagés en fait dans l'autre voie, celle que j'ai appelée la voie française, hein, c'est-à-dire finalement utiliser ce plutonium, le recycler aussitôt que possible, soit dans les réacteurs à eau eux-mêmes, soit dans des réacteurs à neutrons rapides. Alors, bon, il y a toujours une pression US sur les autres pays contre le retraitement, toujours ce risque de voir la prolifération du plutonium, et on peut comprendre. D'où la nécessité, encore une fois, de faire cette séparation des genres dans le dessin, dans la définition des usines de retraitement. Je crois qu'aujourd'hui, l'usine de retraitement de papa, j'allais dire, elle a vécu, on ne la reverra plus, et pour les besoins du nucléaire civil, ce seront des usines retraitement-recyclage qui seront beaucoup plus intégrées, beaucoup moins faciles à confondre avec des installations à but militaire. Alors un mot des contrôles existants, en fait, au plan international, donc il y a eu le traité de non-prolifération des armes nucléaires qui a été établi en 1968 et signé pratiquement par tous les États dans le monde, excepté 3 qui sont bien connus. Il y a un protocole additionnel qui a été introduit en 1998 à la suite des problèmes rencontrés notamment en Irak et pour renforcer les contrôles internationaux. Jusqu'à maintenant, il n'y a qu'un tiers des États, en gros, qui a signé ce protocole, ce qui pose quand même un vrai problème. Le manque de signature d'un certain nombre d'autres étant lié essentiellement à des aspects politiques, beaucoup plus qu'à la réalité du refus des contrôles correspondants. Et puis, c'est donc l'Agence internationale de Vienne, hein, l'AIEA, qui est chargée d'assurer les contrôles pour le monde et qui rend compte au Conseil de sécurité de l'ONU s'il y a des anomalies de quelque nature que ce soit, ou si un pays manque à ses engagements. Ben moi, je dis aujourd'hui, ce système, alors là, je vais être à nouveau un optimiste, puisque depuis ce matin, tout le monde est optimiste ici, donc moi, je serai super optimiste, et je dis, ce contrôle, il marche bien. Il a très bien marché. Quand j'étais jeune, quelque temps, on disait, oh, mais vous verrez, dans les années 2000, il y aura au moins 40 pays qui auront proliféré, etc. Vous pouvez toujours les chercher, hein. On a toujours les mêmes depuis le début, et ça n'a pas changé. Tous ceux qui ont tenté se sont fait pincer. Le système a marché. Alors là où il y a une difficulté, le système, il détecte bien
quelquefois avec un peu de difficulté quand même les programmes vraiment clandestins, parce que les programmes vraiment clandestins, on peut quand même avancer pas mal avant de se faire chipper, quoi. Mais enfin, le tout c'est de se faire chipper à temps. Mais là où est la vraie difficulté, et elle n'est pas propre au contrôle des armes nucléaires, c'est la difficulté à faire respecter les traités internationaux. Si un pays ne respecte pas le traité, qu'est-ce qu'on fait? Bon, vous connaissez toute la suite, les sanctions, les machins, les trucs. C'est pas toujours très très convaincant. Donc aujourd'hui, la difficulté, elle est là. Elle n'est pas dans les contrôles eux-mêmes qui ont bien fonctionné, qui continuent de bien fonctionner, et qui, à mon avis, permettent effectivement d'éliminer une grande partie du problème, moyennant les précautions que j'ai mentionnées avant, c'est-à-dire de faire attention à séparer les genres. Donc c'est ce que j'appelle finalement la gestion du paradoxe. Hein. Il n'y a pas de solution universelle, ce n'est pas la peine de prêcher pour un arrêt complet ou pour le développement machin truc. Bon, tout ça, ce n'est pas des solutions, il n'y a pas de solution universelle. Il faut simplement que ce soit fait dans le bon ordre. Et il faut quand même partir du constat que toute activité nucléaire aujourd'hui implique une part de responsabilité internationale. On ne peut pas faire du nucléaire à échelle importante, que ce soit civil, militaire, ce que vous voulez, sans que ça ait une conséquence internationale, sans que ce soit sur la place publique. Donc ça veut dire qu'effectivement, tous les partis à un engagement de nucléaire doivent prendre des engagements clairs sur leur positionnement, sur ce qu'ils entendent faire, sur la manière dont ils entendent le faire, ce qui veut dire signer les traités quand il y en a, participer ou rejoindre les conventions internationales, et il y en a pas mal. Et puis, on a vu récemment, par exemple, l'industrie nucléaire adopter un code de conduite pour montrer qu'effectivement, on ne ferait pas de la compétition aux dépens de la sûreté ou de la sécurité ou de la non-prolifération. Tout ça, ça va dans le même sens. Ça veut dire qu'effectivement, on joue un terme que j'aime pas beaucoup, la transparence, parce que la transparence, ça fait un peu... si vous êtes complètement transparent, on ne vous voit plus. Mais bon, on joue la réalité, la vérité, la déclaration, la reconnaissance internationale. Et c'est ça que je mettrai en conclusion pour dire que finalement, ça reste un objectif majeur, bien sûr, d'éviter la prolifération, et on continuera, j'espère, d'y arriver. Ça ne doit en aucun cas limiter le développement du nucléaire civil, mais par contre, la responsabilité des États est complètement engagée, et elle doit être exercée, effectivement, avec cette transparence qui permet d'avoir, finalement, la confiance de la communauté internationale. Merci, Jacques. Je vous demande s'il y a des questions ou des commentaires de la salle. Oui, Houmada, vous donnez un micro. Ouais. Je voudrais rajouter un paradoxe. Un peu plus fort. C'est un paradoxe. Je pense que le plus gros paradoxe, ou le plus grand, c'est le fait qu'on a toute une batterie de législation, de contrôle, etc., pour les gens qui veulent accéder au nucléaire civil. Mais, à ma connaissance, il n'y a rien sur tous les gens, tous les pays qui ont déjà un nucléaire militaire. C'est eux qui mettent en place ces lois de non-prolifération, etc. Et je crois que le plus dur, c'est pas la prolifération. C'est est-ce que cet accès à cette technologie structurante et qui permet de développer toute une industrie autour, comme j'ai dit tout à l'heure, si on pousse maintenant les pays du Sud vers les énergies renouvelables à des investissements énormes, à des rendements des fois ridicules, et avec des technologies qui c'est clé en main, alors qu'au nord, il y a 2 réacteurs pratiquement par pays qui sont construits chaque année. Donc, dès que... en plus, il y a un déséquilibre. Si on dit le nucléaire militaire, il est fait pour ne pas être utilisé, eh ben pourquoi on se casse la tête avec cette prolifération? Oui, alors... Bon, d'abord, le nucléaire militaire, il est fait pour ne pas être utilisé, c'est effectivement la position officielle, mais je veux dire, la prolifération, justement, ce serait le risque que certains le développent pour l'utiliser, ou en tout cas pour s'en servir en menace dans le... Alors bon, par contre, la question que vous posez, qui n'est pas nouvelle, hein, la question, effectivement, de l'équilibre entre
les puissances nucléaires et puis le reste du monde. D'abord, il ne se pose pas que pour les pays qui veulent développer le nucléaire. Je signale quand même qu'il y a 30 pays qui utilisent le nucléaire actuellement, qu'il n'y en a que 5 qui sont possesseurs d'armes nucléaires. Pardon ? Oui, mais d'accord, mais enfin, je veux dire, au niveau du TNP, il n'y en a que 5. Bon. Donc, je veux dire, il y a quand même 20 ou 22, 23, peu importe, pays qui utilisent le nucléaire civil sans avoir du tout développé de nucléaire militaire. Donc, je veux dire, ils l'ont fait sans grande difficulté quand même. Moi, je vais citer un autre témoignage. Je suis membre du Conseil international des Émirats arabes unis qui construisent, comme vous savez, actuellement 4 réacteurs. Là, bon. Ça a été réglé en 3 mois, cette affaire. Décider de signer les accords, de passer les traités, ça a été réglé en 3 mois. Et aujourd'hui, finalement, cette construction se fait dans un climat totalement clair au plan international. Je pense qu'il y aura des accords ensuite sur le combustible qui permettront de faire bénéficier ce pays du retraitement s'il le souhaite, de ceci et de cela, simplement dans des conditions qui sont encore une fois compatibles avec l'objectif de non-prolifération et qui seront complètement ouvertes. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus grossir le problème, quoi, hein. C'est vrai qu'il y a ce problème, alors on peut dire, ah oui, mais c'est pas juste que certains aient l'arme nucléaire et d'autres pas. Alors là, si on entre dans ce genre de débat, je veux dire, c'est encore autre chose, hein. Mais les débats sur le renouvellement du TNP, etc., c'est quand même des débats qui sont... On paye tous autant qu'on est, beaucoup de diplomates pour travailler là-dessus depuis des années, et ça continue. Donc, je veux dire, c'est un vrai problème. Mais en même temps, c'est aussi, si ça continue comme ça, c'est bien parce que c'est un vrai problème, justement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si simplement que ça, le résoudre par des solutions tout ou rien, quoi. Donc, non, je crois que le vrai objectif aujourd'hui, c'est encore une fois de dire ça ne doit pas être un obstacle à l'implantation du nucléaire dans de nouveaux pays ou au développement du nucléaire là où il est déjà. Et encore une fois, c'est ça que j'essaie de... Un des problèmes des pays du Sud, c'est que l'énergie nucléaire est très capital intensive. Quand on s'appelle les Émirats arabes unis, on a tout l'argent qu'on veut. Le problème du nucléaire, c'est qu'il faut investir des milliards pendant des années avant d'avoir un seul kilowattheure. Et donc, pour un pays, je ne sais pas, disons le Maroc, etc., il faut trouver l'argent. La Jordanie est un autre exemple. La Jordanie voulait se doter peut toujours se doter d'un réacteur nucléaire. Le problème, c'est de savoir comment elle le finance. À énergie fournite équivalence, les énergies renouvelables sont plus capital intensives que le nucléaire. Capital intensif, pas simplement plus cher, hein, capital intensif. Oui, mais le temps de latence entre l'investissement et le... Ah non, il n'est pas plus, il est aussi long. Non, c'est plutôt que non, là où tu as raison, c'est que c'est plutôt que l'investissement est découpé en petits morceaux, donc exactement. Ça donne l'impression d'être plus facile à faire. Oui. Mais c'est qu'une impression, hein. Oui, mais le nucléaire, c'est vite à 10 ans. Pardon ? C'est pas vraiment comme ça qu'on répond à Robert. Il y a toujours quelqu'un qui finit par payer. Ah oui. Et c'est pas forcément le payant. Voilà. Ça peut très bien être l'investisseur. Ça peut être l'investisseur, je veux dire. Par exemple, en Turquie, j'aimerais bien savoir qui paye. Enfin, j'ai l'impression que c'est les Japonais. Hein. Non, mais c'est vrai que... Après, ils se payent sur la production, sur... Non, mais c'est vrai que les 10 ans d'investissement en capital sans retour, parce que le nucléaire, c'est ça, hein, c'est 10 ans d'investissement sans retour, avant de commencer à toucher le... c'est vrai que ça, c'est un vrai problème, mais c'est un problème qui est là encore soluble. Alors, tu dis, bon, les Émirats, c'était facile parce qu'ils sont riches. D'abord, c'est pas le seul pays de la région qui est riche. Mais enfin, bon, même vu comme ça, pour eux, ils ne le prennent pas tout à fait comme ça, quand même. Je veux dire, c'est un vrai problème. Mais c'est un problème qui est soluble dans la mesure où il y a des financiers qui acceptent de jouer le jeu. C'est-à-dire de dire, on est prêt à accepter un engagement sur plus de 20 ans minimum, parce qu'il faut avoir le temps du retour, pour prêter l'argent correspondant. Enfin, je voudrais revenir sur la Corée. On a la même culture, le même pays. La Corée du Sud est leader mondial, pas seulement pour l'énergie nucléaire, mais pour les Samsung et autres. Et la Corée du Nord, qui a l'arme nucléaire, est le pays le plus pauvre du monde. Oui, mais on a connu l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. On a connu... je veux dire, c'est vrai que dès qu'on sépare un pays en 2 morceaux et qu'on les traite différemment, on a des résultats différents, hein. Je crois que c'est... Ouais ? Oui, si tu veux, oui. Merci. Moi, je voudrais revenir un peu sur la problématique, justement, de la politique de poids de mesure en matière, donc, de la prolifération de la technologie nucléaire.
Donc je disais que je voudrais revenir sur la problématique de la politique de poids de mesure en matière de la prolifération de la technologie nucléaire. Lorsqu'on entend les médias tout le temps depuis, je ne sais pas, pratiquement une dizaine d'années, nous marteler par le dossier iranien. Alors je sais, je ne vais pas défendre l'Iran loin de là, mais à ma connaissance, l'Iran il a signé le traité de la non-prolifération de nucléaire. Il respecte les clauses. Et il est dans le collimateur. Un. Deux, un pays qui n'a pas, ou d'autres pays qui n'ont pas signé ce traité-là, eh bien, ils se mettent de l'autre côté pour dire que l'Iran est en train de faire je ne sais pas quoi. Ma question est la suivante. Dans la mesure où les technologies d'aujourd'hui puissent vérifier, vous l'avez dit, le non-engagement au pas dans des voies militaires, pourquoi maintenir cet état de la prolifération, si ce n'est justement aller dans le sens de s'opposer peut-être à ce qu'on pourrait tirer de toutes les technologies qui vont avec et qui vont sûrement aller dans le sens du développement. Alors, moi, je pense que vous avez tout à fait raison de citer l'Iran comme étant le point compliqué dans toute cette affaire, parce que j'ai mentionné quelque part que le seul pays qui avait, au fond, avoué vouloir faire des armes, bien qu'ayant signé le TNP à l'époque, c'était la Corée du Nord. Bon. Donc, dont acte, aujourd'hui, c'est le seul. L'Iran, lui, s'est toujours défendu de vouloir faire un programme militaire, a signé effectivement le traité, mais néanmoins développe depuis plusieurs années des installations dont personne ne peut comprendre la logique s'il n'y a pas derrière, effectivement, une intention autre que de faire du nucléaire civil. J'utilise volontairement des mots. Bon, c'est là qu'entre en jeu vraiment ce que je disais tout à l'heure. On ne peut plus aujourd'hui accepter qu'un pays développe des installations sans expliquer pourquoi, sans être capable de justifier sa position. Et ça, c'est vrai pour tous les pays. Je pense qu'aujourd'hui, il faudra en arriver à faire ça pour tous les pays. Alors, vous avez raison, il y a encore des différences entre les pays. Il y a encore des pays qui sont plus ou moins clairs sur ce qu'ils font, plus ou moins officiellement, plus ou moins ouvertement. Moi, je crois pas retenir un pays qui, depuis maintenant plus de 15 ans, mène une politique totalement transparente sur ce sujet, donc je suis à l'aise. Il y en a d'autres qui sont peut-être encore un petit peu plus compliqués. Bon, il faudra y arriver, mais c'est pas parce qu'il reste encore 2 ou 3 problèmes difficiles qu'on ne doit pas franchir le pas. Si vous voulez, en équivalent dans un autre domaine, dans le domaine de la sûreté, on voit bien qu'il a fallu attendre Fukushima pour qu'on dise « Ah bah oui, mais quand même, il faudrait peut-être être un peu plus transparent sur la manière dont chaque pays traite les problèmes de sûreté. » Et donc maintenant, on a fait des peer reviews, on a fait des machins, on fait des trucs. Bon, on a mis complètement sur la table, au plan international, on verra ce que ça donne, mais on a mis complètement sur la table la manière dont chaque pays traitait les problèmes de sûreté. Jusque-là, on disait « Ah non, c'est la responsabilité du pays, donc chacun fait comme il veut. » Bon. C'est pas la peine d'attendre un incident sur le plan de la non-prolifération pour faire la même chose. On sait que dans le problème de la non-prolifération, les pays doivent être transparents. Donc il reste effectivement quelques exceptions, il faut les traiter, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut sous-estimer le problème de l'Iran. Voilà, dernière question. Non, vous avez le micro là. Merci. Toujours pour la sûreté, on sait qu'un pays, s'il va acquérir l'énergie nucléaire, il lui faut des lois. Est-ce que ceci est contrôlé par le vendeur ou, disons, le pays qui va donner... Tout à fait. Je disais tout à l'heure que les industriels ont signé ce code de conduite il y a maintenant 2 ans. Un code de conduite entre eux qui est, comme tout code de conduite, n'est pas légalement opposable, mais qui par contre est quand même un engagement fort, et en particulier vis-à-vis de la communauté internationale. Et donc dans ce code de conduite, il y a effectivement plusieurs rubriques. Et pour chacune d'entre elles, effectivement, il faut vérifier, par une méthode ou une autre, que le pays qui reçoit a la loi qui convient pour ceci, a signé le traité bidule machin, etc. Enfin, il y a toute une... C'est très complet, hein. Très complet. Certains disent même trop. Enfin, moi, je crois qu'il ne faut pas hésiter. C'est très complet, il faut que ça le soit. Et je pense qu'aujourd'hui, ça soulage énormément les industriels, parce qu'il commençait à y avoir sans arrêt des discussions sur le mode « Ah ben oui, mais lui, il ne respecte pas tel truc, lui, il vend des machins sans imposer ça et ça ». Je crois qu'il faut en sortir. Hein. Il faut être transparent là aussi. Je crois qu'on va s'arrêter. Merci. Merci.